Et c'est parti. À vous la parole. Alors, bonjour à tous, on va vous parler pas de la Russie classique, mais de la Russie réinventée, comme on l'appelle, les nouvelles tendances, offres originales et itinéraires inédits. Donc, juste quelques mots sur nous déjà. Donc, moi, je suis le directeur adjoint du bureau de Moscou. Je suis à Moscou depuis 10 ans, voyagé un peu partout en Russie et je vais vous présenter aujourd'hui Moscou et Saint-Pétersbourg original, les glampings en Russie, la région de Saint-Pétersbourg et le Kamtchatka. Bonjour, moi je m'appelle Manon, donc aussi chez Tsar Voyage en Russie et chez Tsar Voyage depuis bientôt 5 ans. Et j'ai beaucoup voyagé aussi et je vais vous parler des destinations un peu plus atypiques avec le Caucase, l'Altaï et la route des vins. Donc, quelques mots sur qui sommes-nous. Donc, Tsar Voyage, c'est une agence, on va dire, franco-russe qui a été créée en 2004 par un couple franco-russe, Benoît et Elena Lardy, qui sont toujours aux commandes. C'est une entreprise familiale. On travaille avec les expatriés en Russie dès le début et ensuite on s'élargit en travaillant avec les individuels, les groupes, les agences, le MICE. Donc, on est 80 personnes maintenant au total, avec des bureaux à Saint-Pétersbourg, à Moscou et à Paris, notamment sur le support Visa. Et en 2019, on a eu plus de 10 000 voyageurs et 227 groupes. En 2020, c'est beaucoup plus compliqué, comme vous le savez tous. Mais bon, on invente, on essaie de faire de nouveaux produits, on bouge et on espère une reprise rapide. Donc, je vais d'abord vous présenter. Je vais vous parler de Moscou et de Saint-Pétersbourg déjà. Pas les grands classiques, pas le Kremlin, la Tretiakov, le métro, pas l'Ermitage, la cathédrale Saint-Isaac ou Pétergov, mais quelques idées originales. C'est une petite palette des idées originales qu'on propose, mais je vais vous en parler rapidement. Donc, on peut avoir un food tour avec. Donc, on a un guide, un journaliste français qui habite à Moscou depuis 10 ans, qui fait un food tour, qui fait découvrir. Donc pendant 4 heures de guidage, il va faire découvrir les marchés russes, un restaurant géorgien, une dégustation de miel, une visite d'une confiserie soviétique, une dégustation de produits divers. Donc c'est vraiment un produit qui permet de découvrir la cuisine russe, mais aussi la cuisine du Caucase, la cuisine géorgienne aussi, qui est très populaire en Russie. On peut organiser aussi une visite privée et un dîner dans un monastère. Donc c'est un monastère au centre-ville. On y entre après la fermeture. Les moines nous accueillent, ils nous font la visite du monastère, on monte sur le clocher, il y a toute la vue sur la ville. Et ensuite, on est accueilli dans le réfectoire des moines. Et on a un repas traditionnel russe qui a été préparé par les moines euh, et sur lequel on peut être à partir de 4 personnes jusqu'à 20-30 personnes si on veut. Donc c'est un produit très sympa et assez original. Euh, Tout le monde sait qu'à Moscou, donc c'est une ville ancienne avec un Kremlin, mais il y a aussi une partie moderne avec Moscou City. Et on peut aller donc au Panorama 360, qui est au 89e étage, et avoir une vue panoramique sur toute la ville. C'est super sympa, surtout de nuit. On voit toutes les couleurs de Moscou, toutes les illuminations, et c'est aussi quelque chose qu'on peut proposer aux clients qui sort un peu de l'ordinaire. Donc, quelques autres idées. On peut faire une tournée des bars en minivan soviétique. Donc, on va faire 3 bars pendant la nuit. On va manger du caviar, boire des bières, des cocktails dans différents bars. On part à 21 heures le soir et il y en a qui ont terminé à 5 heures du matin. Il y en a qui terminent un peu plus tôt, mais ça dépend vraiment des clients, des envies. Donc, c'est quelque chose de sympa. En un peu plus culturel, on peut faire la visite privée des coulisses du théâtre Bolchoï. Et si on a de la chance, assister à une répétition. Et on peut faire un tour de ville donc classique, on va dire, mais avec différents véhicules. On peut avoir des véhicules rétro soviétiques, on peut avoir des limousines. Donc c'est aussi quelque chose d'original et sympa à proposer aux clients. Pour Saint-Pétersbourg, pour les clients qui sont matinaux, on peut proposer du kayak. Donc ils vont se lever, je ne sais pas à quelle heure, mais il faut qu'ils soient à 6 heures du matin au canot
pour entrer dans leur kayak et faire un tour, donc un tour très matinal sur les canaux, ou le samedi, ça peut être également sur la Neva, à côté de la forteresse Pierre et Paul. Donc, quelque chose d'original, sympathique, écologique. Donc, voilà. On peut proposer aussi aux clients, même en individuel, un atelier de matrioshka où ils vont eux-mêmes ils vont dessiner leur poupée russe et ensuite l'emmener avec eux. Donc, c'est pas mal, hein. Pour les gens qui ont la fibre artistique, c'est très bien. Et pour ceux qui veulent faire un peu plus la fête, on peut aller dans un bar pétersbourgeois et faire une dégustation d'alcool traditionnel, le Polugar, et avec quelques accompagnements, quelques hors-d'œuvre, donc très sympa. Il y a d'autres visites originales que j'ai pas mis, dont on peut parler, par exemple, aller visiter les toits de Saint-Pétersbourg et de nuit ou de jour observer toute la ville des toits. Je vais vous passer une petite vidéo. Donc, c'est une vidéo d'1 minute sur un quartier qui est très peu connu par les touristes étrangers, mais qui est très branché à Saint-Pétersbourg. Donc, je vous laisse regarder et apprécier la vidéo. Donc, c'est pour vous montrer qu'à Saint-Pétersbourg, il n'y a pas que les musées et les bâtiments classiques. Il y a vraiment des endroits à la mode sympas et qu'on peut faire profiter aussi aux clients qui le souhaitent. Donc ensuite, je vais vous parler rapidement de quelques activités qu'on peut faire à la journée en dehors de Moscou et de Saint-Pétersbourg. Donc ça peut être aller faire des shashliks dans la forêt. Donc des shashliks, c'est des brochettes traditionnelles russes. Donc un barbecue dans la forêt en hiver ou en été. Et visiter au passage le monastère de Sergeïev Posad. Donc c'est à la fois du culturel, du fun. Il y a un cheval qui va vous tirer en traîneau. Donc en hiver, c'est très sympa, atypique. On va voir la neige. Donc c'est un très bon dépaysement pour une journée. On peut aussi aller voir des huskies, faire du chien de traîneau et en été faire du dog trekking. Donc on est tiré par les chiens et faire une très belle balade. À Saint-Pétersbourg, il y a aussi donc du chien de traîneau, rencontre avec les huskies, dog trekking. On peut aller à Kronstadt, donc qui est à côté de Moscou, visiter donc la cathédrale, aller faire une balade en bateau, visiter. On va voir la flotte russe, donc qui est basée à Kronstadt. On peut aller voir la maison de Repin, donc qui est la maison musée d'un célèbre peintre. Donc il y a pas mal d'activités en dehors de Saint-Pétersbourg, en dehors de Moscou. C'est vraiment un petit exemple de ce qui peut se faire, mais ça donne vraiment un aperçu de ce qui existe. Je voulais également vous parler des glampings. Donc le glamping, c'est quoi? Vous avez peut-être entendu parler. C'est la contraction des mots glamour et camping. Donc c'est une nouvelle tendance de tourisme en plein air, mais avec le confort. Donc en Russie, depuis 2 ans, il y a pas mal de nouveaux glampings qui ouvrent. Et c'est aussi une idée de nuit atypique qu'on peut proposer aux clients. Donc que ce soit en région, à côté de Moscou, à côté de Saint-Pétersbourg, donc par exemple à Toula, à Astrakhan, à Napa, dans la région de Saint-Pétersbourg, à
à côté du lac Seliger. Donc, le lac Seliger, c'est à 200 km de Moscou, dans une réserve naturelle. Donc, il y a des choses très sympas à faire. Et également, dans la région de Rostov, donc Tsar Voyage est en train de construire un glamping. Donc, c'est dans un village russe, un village typique sur lequel on implante en plus un glamping pour faire vivre le village. Et de là, on peut aller faire pas mal de visites dans l'Anneau d'Or. Donc, ça sera a priori prêt pour la saison prochaine, qui on espère sera là. Après les glampings, donc, je vais vous parler d'un autre lieu, le Kamchatka. Donc, le Kamchatka, c'est très loin de tout ce dont j'ai parlé auparavant, mais c'est vraiment une région qui vaut le coup d'être connue. Souvent, les gens en ont entendu parler, mais ne savent pas exactement ce qu'on peut faire au Kamchatka. Donc, je vais vous raconter un tout petit peu plus à travers mes yeux, notamment parce que j'ai fait ce voyage en été. Qu'est-ce qu'on peut faire? Hop, excusez-moi. Je vais le mettre en haut. Donc, le Kamchatka, il y a bien sûr l'observation des volcans. On peut faire des super balades en été comme en hiver. Donc là, je vais vous parler d'abord de l'été. On peut faire donc du trek, on peut faire du quad, on peut aller se baigner si on n'est pas frileux. On peut dormir à la Belle Étoile, on peut dormir sous tente. Et il y a encore pas mal de neige quand j'étais en juillet. Vous pouvez voir ça. Au Kamchatka, il y a aussi l'océan. Donc on peut faire de la pêche, observation des orgues, des baleines, faire une belle croisière sur l'océan Pacifique. Et on peut aller se baigner si on veut. L'eau est fraîche, mais pour ceux qui le souhaitent, c'est aussi possible. Il y a la plage. On peut faire du surf. Il y a des glampings. On peut profiter vraiment des activités de la plage. L'eau est autour de 18 degrés, donc on peut aussi se baigner, comme en Bretagne. Donc, voilà. On peut faire du quad, on peut faire des tours en jeep, on peut faire de l'hélicoptère. Si les groupes sont un peu plus nombreux, dans ce cas, on ne va pas prendre des jeeps, on va prendre des Vartovka. Donc, Vartovka, c'est les gros camions comme en Islande qui sont suffisamment hauts pour passer partout. Et on peut faire également du rafting, donc descente de rivière en rafting, pêche, observation des ours. Donc, ils peuvent venir assez près, mais normalement, quand il y a un petit groupe, ils ont plus peur des hommes que nous, on a peur d'eux, donc il n'y a pas de problème. Voilà, observation des ours au lac Kouril, notamment. Et on mange bien, on peut se reposer. Voilà, plein de choses sympas. Donc ça, c'est en été. En hiver, on peut faire du ski avec de l'héliski. On peut faire de la motoneige. Et je vais vous passer rapidement une petite vidéo pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc je vous laisse regarder. Pardon. Hop, excusez-moi. C'était fantastique. We just did a full like powder descent, magic with at least that much of powder, and then we find the fumarole and stuff, volcano like here. It's magic, magic Kamchatka. Come on, eat paradise. This is a paradise. Welcome to Kamchatka. Donc voilà un petit aperçu de ce qu'est le Kamchatka en hiver. Et maintenant, je vais laisser la parole à Manon.
Rebonjour à tous. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, ça va bientôt faire 5 ans que je suis en Russie et ça m'a donné l'occasion de pas mal sillonner le pays. Mais j'ai quand même des coups de cœur dont je voudrais vous parler aujourd'hui et ce sont aussi des destinations qui sont assez en vogue, notamment depuis cette année. Mais on va commencer par les grands classiques. Qu'est-ce que j'appelle grands classiques? Concrètement, ce sont des destinations que vous connaissez déjà, qui sont facilement accessibles depuis Moscou en train de nuit ou bien en avion. Parmi ces destinations classiques, on a bien évidemment l'Anneau d'Or. Donc l'Anneau d'Or, c'est cette région au nord-est de Moscou qui est réalisée avec différentes petites villes historiques où on voit principalement des églises et des kremlins, mais qui sont très pittoresques. Parmi ces villes de l'Anneau d'Or, on propose généralement des petites excursions sur 2 jours ou bien une semaine. Par exemple, à Vladimir et Souzdal ou encore à Rostov-Veliki et Yaroslav. Personnellement, mon coup de cœur, ça reste la petite ville de Plios, qui est vraiment à l'extrême nord de l'Anneau d'Or, où on a une petite ville au bord de la rivière Volga, et ça vaut vraiment le coup d'œil. Il est aussi possible de faire des voyages d'une semaine, par exemple de faire toute une boucle sur l'Anneau d'Or qui permet de bien profiter de la région. Et pour les clients qui souhaiteraient un petit peu plus d'autonomie, on propose aussi au format autotour, c'est-à-dire que les gens ont leur propre voiture, mais on réserve tous les hébergements et on peut aussi organiser des visites sur place. La deuxième et déjà dernière destination classique dont je voudrais vous parler, c'en est une autre qui me tient beaucoup à cœur, c'est le Tatarstan, dont la capitale est Kazan. Encore une fois, depuis Moscou, en train de nuit ou en avion, ça se fait très facilement. Le Tatarstan, c'est vraiment une région assez unique en Russie qui est à la fois entre l'orthodoxie et l'islam et qui a une culture qui est vraiment unique. À Kazan, je conseille généralement au moins 2 jours pour que les clients aient le temps de bien en profiter. On visite notamment le Kremlin avec la superbe mosquée bleue Kol Sharif que vous voyez sur la photo, le palais de l'agriculture qui est juste à côté, de l'autre côté de la Volga, parce que le Kazan est aussi traversé par la Volga. On a un chaudron qui offre une jolie plateforme qui donne un très beau point de vue sur Kazan. Autour de Kazan, si on veut ajouter quelques journées pour mieux découvrir la région, on a différentes destinations, comme par exemple la presqu'île de Sviajsk, qu'on peut avoir. On peut y aller à la fois en transport, en voiture, soit on peut également organiser une croisière sur la Volga, ce qui permet de faire découvrir la région de façon un peu originale. On a bien évidemment aussi dans la région un monastère, le monastère de Raïfa, ou encore un temple qui s'appelle le temple de toutes les religions, qui est un lieu aussi assez unique dans la région. Mais aujourd'hui, les destinations dont je voudrais vous parler, ce sont des destinations plus méconnues, qui sont aussi beaucoup plus axées sur la nature, des destinations qui sont plus loin, dont on rêve beaucoup, et où la nature est beaucoup plus sauvage qu'aux alentours des grandes villes. Ces destinations en Russie, bien évidemment, elles sont très nombreuses, mais j'en ai choisi 3, donc le Caucase russe, la route des vins et l'Altaï. On va commencer par la destination la plus tendance en ce moment et surtout cette année, c'est celle qu'on appelle le Caucase russe. Vous pouvez voir sur la carte, je l'ai délimitée avec un trait rouge. Alors, on l'appelle Caucase russe ou Caucase du Nord, en opposition au Caucase du Sud, qui est composé de la Géorgie, l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Donc, clairement, ce n'est pas le moment d'y aller, donc on va se concentrer sur le Caucase russe pour le moment. Personnellement, j'aime beaucoup le Daghestan et la Tchétchénie, même si c'est des régions qui font un petit peu peur, notamment par leur nom. On l'associe beaucoup à des événements assez dramatiques, mais c'est des régions qui sont très belles. Mais je vais quand même, pour le moment, rester sur la partie ouest du Caucase russe. On va commencer tout d'abord avec Pitigorsk. Donc, Pitigorsk, c'est votre point de chute, généralement, pour arriver dans le Caucase russe. On met 2 heures en avion. Pour ceux qui sont des grands fanatiques de trains russes comme moi, c'est 1 jour et demi de voyage. Et rien que ça, c'est déjà un peu une aventure. La ville de Pitigorsk est vraiment très agréable à vivre, c'est-à-dire qu'elle est au cœur de 5 montagnes, dont son nom, Pitigorsk. On peut y prendre le téléphérique pour monter en haut de la montagne que vous voyez sur la photo, notamment au milieu de cette slide, qui offre un très beau point de vue sur la ville, notamment pendant le coucher du soleil. Il y a également des thermes de la ville dans lesquelles on peut se baigner.
ou encore tout simplement se promener dans la ville et dans son parc qui s'appelle le parc Cvetnik. Vraiment, c'est un très bon point de chute, on va dire, pour commencer à découvrir le Caucase. Le deuxième grand point du Caucase, c'est bien évidemment le mont Elbrus. Vous avez déjà dû en entendre parler. Et généralement, rien que ce nom, ça suffit à faire rêver. Alors, je ne vous parle même pas de faire une ascension, parce que moi-même, j'en serais incapable. Mais toute la région autour, et notamment la petite ville de Tyrskol, qui est à son pied, vaut le détour. J'y suis moi-même allée cet été et on a la possibilité de prendre un téléphérique qui vous emmène à 2 plateformes. La première s'arrête à 3900 mètres d'altitude et la seconde, si vous vous sentez d'attaque, est à 4400 mètres d'altitude. Généralement, il faut une certaine adaptation. Tout le monde ne réagit pas forcément très bien à l'altitude, mais on a un point de vue absolument incroyable sur les montagnes. C'est juste des chaînes de montagnes à perte de vue, c'est vraiment magnifique. Le troisième point dont je voulais vous parler dans le Caucase russe, c'est Vladikavkaz, donc qui est un peu plus à l'est de Pyatigorsk et du mont Elbrus, qui est la capitale de l'Ossétie du Nord. La petite ville de Vladikavkaz est elle aussi très agréable. C'est une ville assez basse. Tous les bâtiments ne sont pas plus de 2-3 étages et on a des petites rues ombragées, une jolie petite mosquée. Mais le point fort de l'Ossétie du Nord, c'est surtout Dargavs. C'est ce que vous voyez sur la photo. En fait, c'est une petite nécropole avec ces différentes maisons qui ont je ne sais plus combien de siècles, pour être honnête, mais dans lesquelles on peut encore voir des restes d'ossements. C'est assez impressionnant. Mais je ne vais pas m'attarder plus longtemps sur ce point assez sordide et vous verrez sur la prochaine slide mes 3 coups de cœur de cet été. Donc, j'y suis allée fin juillet, début août, et c'est vraiment une excellente saison parce qu'il y fait très beau, mais pas trop chaud. L'avantage, c'est qu'on est dans les montagnes, donc les chaleurs, ça monte quand même jusqu'à 30 degrés, mais ça va facilement descendre à 10-15 pendant la nuit. Donc, parmi ces 3 coups de cœur, j'ai la vallée de Tchegam. En fait, pour que vous compreniez bien, le Caucase est orienté, on a à chaque fois des grandes villes, et depuis ces grandes villes, on va descendre dans différentes vallées. Ça va être difficile de traverser ces vallées parce que c'est de la montagne et que c'est quasiment inaccessible en voiture. Donc, ma vallée préférée reste celle de Tchegam. On a descendu en voiture jusqu'au bout, jusqu'au village de Bulungu, qui est un petit village. On a l'impression que le temps s'est arrêté là-bas. L'autre grand point fort, ça a été, comme je vous l'ai déjà cité, le mont Elbrus. On a pris le fameux téléphérique jusqu'à 4400 mètres d'altitude et on finit tout en haut des montagnes. On voit des petits lacs turquoises dans la montagne et on reste vraiment bouche bée devant ces paysages. Et enfin, le plateau de Bermamouit, qui est dans une autre des régions du Caucase et qui est un plateau à, je crois, 1500-2000 mètres d'altitude. Comme vous pouvez le voir, on a des paysages absolument incroyables et on a des collines à perte de vue, verdoyantes tout autour et avec aucun signe de civilisation. C'est des impressions qui m'ont vraiment marquée et que j'ai rarement retrouvées ailleurs en Russie, en tout cas, ou dans le monde. Maintenant, si on remonte un petit peu plus sur le long de la mer Noire, on va arriver dans la région de Anapa et de la péninsule de Taman, donc juste avant la Crimée. Et c'est une région qui est particulièrement réputée pour ses vins. Et donc, c'est pour ça qu'on organise souvent régulièrement un tour gastronomique pendant lequel vous allez pouvoir visiter différents domaines viticoles, déguster différents vins, profiter de différents restaurants où vous pourrez déguster des mets de la région. Et vous avez l'avantage d'être au bord de la mer. Donc, c'est vraiment une excellente alternative pour à la fois déguster du vin pendant la journée et le reste du temps se reposer au bord de la plage ou bien à l'hôtel. C'est un voyage qui s'organise principalement en groupe. Pour des raisons pratiques, c'est beaucoup plus simple et aussi économique. Et c'est bien pour 4-5 jours principalement au bord de la mer Noire. Mais ma présentation va se terminer sur ce qui reste pour moi et de loin la plus belle destination en Russie. Ce sont les plus beaux voyages que j'ai faits, c'est l'Altaï. Comme vous pouvez le voir sur la carte, c'est une région qui est assez éloignée, donc elle est vraiment au cœur de la Russie, en Sibérie du Sud et au carrefour de 4 pays, donc la Russie bien évidemment, le Kazakhstan, la Chine et la Mongolie. Tout au long de l'année, l'Altaï, c'est une région absolument magnifique qui est réputée pour ses paysages et pour être le berceau du chamanisme. Pour vous y rendre, c'est 4 heures d'avion depuis Moscou jusqu'à Gorno-Altaysk, qui est la capitale, ou encore une fois, pour les amateurs, 2 jours et demi de train. Il faut compter aussi depuis Moscou 4 heures de décalage horaire, donc 5 à 6 heures depuis la France.
Sur place, je conseille généralement au moins 7 jours pour vraiment avoir le temps de profiter, d'admirer les différents paysages et de vous plonger dans l'atmosphère. Parce qu'on a vraiment différents types de paysages dans une toute petite région. Dans l'Altaï, on propose différents types de séjours que vous pouvez proposer à vos clients. On va à la fois avoir une boucle. Il est possible de faire toute une boucle dans les montagnes et ensuite de retraverser donc, le lac Teletskoye que vous voyez sur la gauche. On organise aussi des trekkings dans la montagne ou bien tout simplement des séjours plus calmes, plus posés chez l'habitant. On a un contact dans la vallée de Tchemal, quelqu'un qui a ouvert une auberge que j'ai visitée moi-même et qui est assez extraordinaire. Encore une fois, des lieux super dans l'Altaï, il y en a énormément, donc j'en ai sélectionné 3. Pour commencer, le lac Teletskoye. Non, Laurent, tu peux revenir avant, s'il te plaît. Le lac Teletskoye, donc, qui est le plus grand lac et le plus profond de la région, qui est bordé de montagnes et de cascades. On y fait souvent une croisière de 3-4 heures, mais on peut aussi le traverser du nord au sud ou du sud au nord, justement, quand vous faites cette boucle. La deuxième destination indispensable, c'est la vallée de Tchemal. C'est une longue vallée sur une centaine de kilomètres qui s'étend le long de la rivière Katun, qui est une rivière turquoise qui change de couleur en fonction des saisons et de la météo. À Tchemal même, dans cette petite ville, on peut faire des randonnées, visiter le barrage, la petite église de Patmos. Mais on peut surtout aller faire des randonnées depuis la route, on s'arrête et on va dans la montagne faire des randonnées, regarder des cascades et des beaux points de vue. Et enfin, on a la route de la Chouïa qui est considérée comme l'une des plus belles routes au monde, notamment par le magazine National Geographic. Pour l'avoir faite moi-même et pour y avoir conduit, sincèrement, c'est difficile de ne pas s'arrêter régulièrement pour admirer les paysages, que ce soit en haut d'une montagne, que ce soit dans le plateau d'Oulagan avec le mont Beloura qu'on aperçoit de loin et tous ces lacs, ou encore dans la région qu'on appelle le Mars de l'Altaï, dans le sud, près de la frontière avec la Mongolie, où on a des couleurs absolument magiques. Après y avoir été il y a 3 ans en été, ce que je conseille vivement, j'y suis retournée cet automne pour admirer les couleurs. Donc l'automne, généralement en Altaï, c'est le mois de septembre. Les 2 dernières semaines de septembre et après, voilà, maintenant c'est déjà tout enneigé. Mais c'est de loin les paysages que j'ai préférés dans l'Altaï et dans la Russie, avec des couleurs absolument incroyables, comme vous pouvez le voir sur les photos. Donc la vallée de Tchemal, on allait tout au bout de cette vallée, jusqu'au village de Kouyouch. Et de là-bas, on peut chercher des pétroglyphes sur les roches. On peut juste se promener dans la nature où il n'y a plus de route, il n'y a plus personne, il n'y a plus rien, il y a juste vous et les paysages. Et c'est assez impressionnant. Encore une fois, Tchemal et la vallée de la Katun, différentes randonnées à faire. Et encore le village de Yojan, donc c'est le fameux village où habite Eric, cette personne dont je vous ai parlé, qui a ouvert une auberge et qui vit là-bas depuis 2 ans et qui permet d'avoir un bon point de chute en plein cœur de l'Altaï. J'espère en tout cas qu'avec ça, vous avez eu plein de nouvelles idées et que ça vous a donné envie, parce que la Russie a énormément de choses à faire découvrir, autres que Moscou et Saint-Pétersbourg. Merci beaucoup pour votre attention. Donc, on vous a présenté quelques destinations un peu moins classiques que d'habitude, même si on sait très bien faire les destinations classiques. Donc, si maintenant vous avez des questions, on sera ravis d'y répondre. Merci beaucoup à vous deux, Laurent et Manon. On va être un petit peu short pour les questions, parce que vous avez réussi l'exercice difficile de présenter un si grand pays et surtout des choses très originales dans ce pays en très peu de temps. Au niveau donc du coup, si effectivement vous avez quand même, s'il y a quelqu'un qui veut vous poser une petite question, n'hésitez pas à vous signaler dans la conversation. Je pense qu'on a le temps pour une seule petite remarque. Petite question. Moi, j'en ai une. Manon, vous avez beaucoup parlé de votre passion pour les trains, apparemment, et les heures et les jours de train. Est-ce que vous faites des voyages aussi 100% en train ou c'est une thématique que vous explorez? Bien sûr, on a différents experts. On organise des voyages en transsibérien avec différents parcours et différents types de confort. Le principal, le moins original, on va dire, c'est le Moscou-Vladivostok. Mais on peut aussi aller, quand les frontières sont ouvertes en tout cas, jusqu'à Pékin en passant par la Mongolie. À chaque fois, on a différents arrêts dans différentes villes, notamment au lac Baïkal, qui est aussi un point de chute important sur la région. Et c'est vraiment quelque chose que je conseille. Ça permet de vraiment prendre conscience de l'ampleur, de la grandeur et de la beauté des paysages, en tout cas en Russie. Ok, Donc, super.
Pardon. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec nous. On est encore là aujourd'hui et demain sur le bazar. Donc, il y a des créneaux de libre. Donc, n'hésitez pas aussi à venir nous poser vos questions en direct. Super. Bah, merci encore pour cette présentation. On va libérer la salle. Et puis, je vous remercie. Et puis, je vous souhaite une bonne continuation sur le salon. Et puis, de toute façon, tous vos contacts sont sur Swapcard, sur les profils. Donc, n'hésitez pas à contacter Laurent et Manon. Merci à tous. Bonne Merci journée. beaucoup. Bonne Au journée. revoir. Au revoir.